Bonsoir, chers amis et chers fidèles de la Société d'Histoire. Le sujet que nous allons aborder ce soir, alors nous l'avons intitulé le difficile apprentissage de la citoyenneté en Guadeloupe. Tous ceux qui ont travaillé sur cette période sont tout à fait horrifiés de ces fameux lendemains d'abolition. C'est un petit peu vrai aussi en Guyane et en Martinique, mais c'est très très vrai en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que, comme vous savez tous, la République nous a octroyé l'abolition de l'esclavage. C'est très tendance, n'est-ce pas? Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. La République, ce faisant, a fait des anciens esclaves devenus des affranchis des citoyens français. Des citoyens français, ça signifie qu'ils ont le droit de vote, par exemple. Ce que je vous rappelle, les femmes françaises n'auront en 1945. Nos affranchis. Illettrés, à 98%, ont le droit de vote. Or, dans ce petit laps de temps, entre août 1848 et février 1850, il y aura 3 élections nationales. Il y a aussi une élection municipale, mais 3 élections nationales qui ont toute leur importance parce que 1848, vous savez, l'abolition survient dans une fenêtre historique. Vous avez 2 révolutions en France, une en février, l'autre en juin. En février, c'est le renversement de la monarchie et les républicains qui prennent le pouvoir. Mais c'est le gouvernement provisoire. Au mois de juin, vous avez une 2e révolution, mais qui est beaucoup plus musclée. Disons que la première était libérale, celle-ci est un petit peu autoritaire, pas seulement un petit peu, puisqu'elle est faite par le général Cavaignac, un militaire de haut rang. Et ce sont des républicains qui sont extrêmement conservateurs, un peu dans la ligne de ce que Guizot avait fait depuis une dizaine d'années. Conservateurs, mais surtout très autoritaires. Et lorsque ils arrivent au pouvoir, Cavaignac et ses amis, eh bien, ils vont commencer à changer la donne. C'est-à-dire que l'abolition est arrivée dans cette fenêtre entre février et juin. Les gens qui prennent le pouvoir en juin sont contre l'abolition, mais c'est trop tard. C'est fait. Donc, ils vont gérer à leur façon les événements, et en particulier les fameuses élections. Alors, le gouvernement provisoire avait envoyé comme commissaire pour apporter le décret d'abolition en Guadeloupe que le commissaire Gatine et Périnon à la Martinique. Les élections en France, les élections à la constituante, ont lieu au mois de juin. Mais en Guadeloupe, il a fallu attendre parce que les esclaves devenus affranchis n'avaient pas de nom. Il a fallu en particulier faire tout un travail pour leur donner un nom, faire établir une sorte d'état civil. Et par conséquent, les élections n'auront lieu que fin août. Bon, je passe très vite, vous connaissez les résultats, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. L'équipe Schellcher-Périnon l'emporte. Schellcher choisit la Martinique, ce qui permettra à un ancien esclave, récemment devenu affranchi, Louis Mathieu, de devenir député de la Guadeloupe. Sauf que le général Cavaignac, dont je vous ai parlé, va choisir un de ses amis pour diriger la Guadeloupe. Donc, on rappelle Gatine, et arrive au mois de septembre le colonel Fieron. On va beaucoup en parler ce soir, du colonel Fieron. C'est un militaire. J'aurai l'occasion de vous dire qu'il a vécu en Guadeloupe 20 ans avant l'abolition, qu'il est marié à une créole et que c'est un nostalgique de l'esclavage. Que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, ce sont des militaires qui prennent le pouvoir. Ils vont même recréer le gouvernement général des Antilles, c'est-à-dire un super gouverneur installé à la Martinique, ce qui n'existait plus depuis 1768. Et à partir de là,
tout ce qu'on va vous raconter ce soir, mais je n'anticipe pas sur les propos de chacun, ce sera leur tentative de casser ce que l'abolition avait créé. C'est un petit peu ça, l'esprit dans lequel nous allons vous parler ce soir. Ils vont chercher, ils vont tout faire pour casser les effets de l'abolition. En particulier, lors de la législative de 1849, les choses vont prendre une ampleur invraisemblable, et avec en particulier, mais notre ami va nous en parler tout à l'heure, les événements de Marie-Galante, qui sont carrément dramatiques. Il y a des morts, des condamnations à mort, il y a des choses absolument scandaleuses. Tout ça parce qu'ils avaient l'intention de frauder et de tromper les gens, de jouer sur le fait qu'ils étaient illettrés. Bon. C'était important de vous mettre en place ce contexte. Alors, il y aura quand même une troisième élection en 1850, mais elle sera sans intérêt, d'autant plus que le seul adversaire de Rochelle Chira à ce moment, c'est le curé de Pointe-à-Pitre, l'abbé Charbonneau, bon, qui ne fait pas le poids. Voilà. Donc, nous allons successivement parler d'Alonso. C'est toi qui parles d'Alonso. Raymond va nous parler ensuite de Guercy, non pas de Guercy, d'Augustin. Et moi, je terminerai avec Sénécal. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaiterais vous parler d'une histoire peu connue, du difficile apprentissage de la citoyenneté au lendemain de l'abolition de l'esclavage à Marie-Galante, mettant en avant Saint-Jean Alonso. Saint-Jean Alonso est né esclave à Vieux-Fort, Saint-Louis. Il a travaillé jusqu'à 29 ans comme charpentier sur la propriété de M. Bontemps Lacavé. Sa mère, une négresse qui s'appelait Rosalie. Son père est inconnu. Alonso mesurait 1,70 m de hauteur, un teint bronzé, il avait les cheveux crépus, les yeux noirs, un visage rond. À 29 ans, il paie sa patente pour être libre et le 10 août 1833, il se fait inscrire à la mairie de Grandbourg. Ensuite, il laisse Saint-Louis pour Grandbourg et là, il va ouvrir un petit commerce à la rue Jupelin. Aujourd'hui, ça s'appelle la rue de la République. Après un séjour à Pointe-à-Pitre dans les années 1843, il se marie en 1846 avec une demoiselle Clarisse, avec qui il avait déjà 2 enfants. Finalement, ils en auront 5 en tout. Au moment des élections législatives à Grandbourg, Grandbourg est divisé en 2 entités, avec la ville et la campagne, ce qu'on appelait la commune de Grandbourg-Ville et la commune de Grandbourg-Campagne. Alonso, ancien esclave, est nommé premier adjoint au maire de Grandbourg-Ville au lendemain de l'abolition de l'esclavage, exactement le 10 juillet 1848, par Alexandre Gatine, commissaire général. Les élections ont eu lieu les 24 et 25 juin 1849. Le premier jour est calme. Toutes les parties le reconnaissent. Le lendemain 25 juin, toute la masse des votants, essentiellement des anciens esclaves, attendent l'arrivée de leur conseil sur la savane, devant la mairie, au quartier de Pirogue. Je précise que cette mairie se trouve dans la maison principale du maire Théophile Baudouin-Roussel-Bonneterre. Pendant leur attente, les gardes viennent leur distribuer des bulletins de vote au nom de Bicêtre et Richard et les invitent de la part du maire à venir voter. Personne ne bouge. Et quand arrive leur conseil, Jean-François Germain, vers 9 h,
Il est surpris et en colère de voir les bulletins de l'adversaire entre les mains de ses partisans. Alors, à son tour, Germain déchire tous ces bulletins et les remplace par ceux de Schellcher et Périnon. Le maire, M. Théophile Boto-Roussel-Bonneterre, dans un excès de pouvoir, ordonne à son garde d'arrêter Germain et de le faire escorter à la prison de Grand-Bourgville. C'est à partir de cet instant, au moment de cette arrestation, que tout devient incontrôlable. Le peuple demande la libération de Germain, puis investit tout Marie-Galante. Dans la nuit du 25 au 26 juin, les champs de canne et les habitations des anciens esclavagistes sont incendiés. La maison principale du maire Boto-Roussel, la mairie et sa production ont disparu sous les flammes. La maison principale de Nicolas Welch est brûlée. Celui-ci, lieutenant des chasseurs à cheval, avait déjà tué une douzaine de personnes dans la matinée du 25, dès son départ de la mairie de Pirogue. Pendant le trajet entre le quartier de Pirogue et le bourg de Grandbourg, la pression des protestataires obligea Welch et sa milice à cheval à faire feu avec une telle sauvagerie que le sang a coulé abondamment dans le secteur de Tartanson. Depuis ce jour, ce chemin s'appelle Morne Rouge. Lui-même, Welch, a tiré à bout portant sur Closic Zami, un citoyen infirme, et s'en est étonné devant le tribunal de le voir toujours vivant. Celui-ci l'avait renversé de son cheval en lui lançant un pic. Le même jour, avant la tombée de la nuit, il repartait sur ordre du maire, accompagné des charrettes remplies de femmes et d'enfants pour les mettre sous la protection du commandant de ville. Au moment de partir, une troisième fois, la milice a fait usage de ses armes, car les manifestants n'ont pas respecté les sommations du maire, ni celles de Welch. Alors celui-ci n'a pas hésité à commander le feu sur les assaillants. On relevait plusieurs morts. Le 26 juin au matin, dans le quartier de Dessonné, le commandant de ville donna l'ordre à la troupe de disperser les assaillants avec leurs baïonnettes, alors qu'ils voulaient pénétrer dans la ville. Elle fut reçue par une pluie de pierres, et c'est alors qu'une autre rangée de la troupe s'avança et fit feu, tuant plusieurs personnes. Je précise que ce quartier de Dessonné est contigu au cimetière de Grandbourg, et en face se trouve le presbytère. Chacun pouvait voir une pièce d'artillerie du côté du cimetière et du côté du presbytère, le vicaire boué avec un sabre à la main. Le mercredi 27 juin, débarque le contre-amiral Brouillat, gouverneur général des Antilles, avec 2 compagnies de troupes. Dès son arrivée, il commence les arrestations sur tout le territoire de Marie-Galante. Et en même temps, il sort une proclamation pour les habitants. Le lendemain 28 juin, c'est le tour du gouverneur Fabre, en provenance de Basse-Terre, accompagné du commissaire central, M. Babot. Ils arrivent spécialement pour arrêter Saint-Jean-Salomon. On peut affirmer, avec l'ampleur des arrestations, pour un petit pays comme Marie-Galante, c'est une véritable rafle qu'ont organisé les autorités coloniales de l'époque, soutenues par les troupes dépêchées par le gouverneur général des Antilles, Armand Brouillat. Il y a eu 146 arrestations, tous logés au fort Richemance. Un procès hors norme qu'il fallait commencer à Pointe-à-Pitre
et transféré aux assises de Basse-Terre par le bon vouloir du gouverneur Firon et dont la durée fut exceptionnellement longue. Commencé le 11 mars 1850, il se termine le 18 avril de la même année. Pendant l'instruction du procès, 5 prisonniers se sont trouvés dans un état agonisant dans leur cachot. Ils sont transportés à l'hôpital de Basse-Terre juste pour y mourir. Sur la totalité des arrestations, la Cour d'appel en envoyait 72 devant la Cour d'assises de Pointe-à-Pitre. Parmi les 72 accusés, convoqués et retransférés devant la Cour d'assises de Basse-Terre, il y eut 26 acquittements et 41 condamnations prononcées par l'arrêt du 18 avril 1850. C'est ce procès qui a tenu la Guadeloupe en haleine et qui allait laisser son nom dans l'histoire, puis gravé dans le marbre la révolte de Marie-Galante. Sitôt ce procès terminé, 21 d'entre eux ont fait un pouvoir en cassation. Et le lendemain, 21 avril 1850, le gouverneur Firon envoyait une quinzaine à la Martinique. Les plus dangereux, d'après lui, c'est de la Martinique, dit-il, qu'ils attendront le résultat de leur pouvoir. Le 24 avril 1850, soit 3 jours après leur départ pour la prison de la Martinique, le gouverneur Firon s'empressait de demander à sa hiérarchie des décorations pour le procureur général Rabault, le président de la Cour, M. de Beausire, et M. Blanc, directeur de l'Intérieur. Il prétextait que les insurgés cherchaient à, ouvrir les guillemets, détacher les colonies de l'Europe pour en faire de nouvelles Haïti. Je ferme la parenthèse. L'arrêt de la Cour d'assises de Basse-Terre, en date du 18 juin 1850, précise les condamnations de chacun des emprisonnés. Saint-Jean Alonso est condamné à 10 ans de réclusion. Finalement, le 14 décembre 1850, la Cour de cassation confirme les 16 condamnations. Le 13 mai 1851, 10 d'entre eux vont quitter la Martinique pour rejoindre les geôles françaises, dont Alonso. À ce moment important de leur vie, personne ne savait ce qu'étaient devenus Alonso et ses compagnons. C'est cet élément supplémentaire, du point de vue historique, que je suis allé chercher dans les archives de la prison centrale de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, où il a passé 568 jours. La prison centrale de Nîmes, dans le Gard, où il a passé 356 jours. Au château de Vincennes, aux archives nationales de Caen, aux archives d'outre-mer à Aix, je peux affirmer que tous les déportés du bail sont morts avant la fin de leur peine. Les 8 compagnons d'Alonso sont morts dans les prisons en France. Alonso lui-même reçut tardivement la grâce de Napoléon III après avoir passé 381 jours supplémentaires dans la maison de détention d'Alger. De retour pour la Guadeloupe et très malade, il mourait le 20 mars 1855 sur la frégate Erigone au large de l'île des Pères en Guyane, de tisie pulmonaire. Toutes ces informations sont documentées dans un livre que j'ai écrit, Le Calvaire de Maïga. Pour terminer, après toutes ces tueries envers des hommes noirs, fraîchement liés, des emprisonnés uniquement noirs, une déportation bien organisée sur la France et les bagnes guyanais, tout ceci, à cause des élections frauduleuses à Grand-Bourg-Campagne, ce que je trouve surréaliste et étrange à la fois. On apprend dans la Gazette officielle du 15 février 1850, bien après les élections, que le gouverneur Lerle a proposé le 23 juillet 1847 la réunification de Grand-Bourbourg et Grand-Bourg-Campagne, ce qui a été adopté par le Conseil colonial et ensuite sanctionné par Louis-Philippe
le 7 février 1848, c'est-à-dire avant les élections, il devait y avoir une seule entité, Grand-Bourg, et rien d'autre. Les élections n'auraient jamais dû se passer à Grand-Bourg-Campagne. Vous savez ce qui est arrivé? Ce décret n'a jamais été publié par le gouverneur Olerme, ni par ses successeurs. Il est resté dans les tiroirs. Eh bien, grâce à cela, Théophile Baudreau-Roussel-Bonneterre est resté maire. Son pouvoir municipal lui permettait de continuer à agir comme avant l'abolition de l'esclavage. Mesdames et messieurs, vous voyez, l'apprentissage de la citoyenneté a été très difficile. Dans les années post-esclavagistes, la grande majorité des nouveaux citoyens ne savaient pas lire et écrire. Leurs leaders furent vite décimés et condamnés à l'exil. Aujourd'hui, à Marie-Galante, cette citoyenneté demeure toujours difficile quand il s'agit de vulgariser ce pan de notre histoire. Merci à vous tous. À mon tour de vous parler d'Alphonse Augustin. J'ai découvert l'existence d'Alphonse Augustin à travers un article du journal Le Progrès. À l'époque où je m'intéressais, où je m'initiais, vaut mieux prendre ça, où je m'initiais à la recherche historique en préparant une thèse de 3e cycle ayant pour sujet Petit Canal au XIXe siècle. L'article d'Augustin, en réalité une pétition, protestait contre la volonté du planteur de modifier le contrat de Colonna et de réduire la part des cultivateurs. Quelques années plus tard, j'ai fait sa connaissance au travers de la volumineuse et magistrale thèse de Madame Josette Fallope, Esclave et citoyen. Elle y décrivait un homme énergique, populaire, dénoncé par les colons, surveillé par l'administration et la gendarmerie et poursuivi par les autorités. Et puis, vous connaissez la curiosité des historiens, je dis bien la curiosité, ne traduisez dans aucun terme. À mon tour, j'ai cherché à savoir davantage et j'ai tenté d'entrer dans son intimité. Étant originaire de Petit Canal, je dois avouer avoir éprouvé à cette époque une certaine fierté d'appartenir à la commune d'une sorte de rebelle quand même. Qu'en est-il d'Augustin? Pourquoi les historiens se sont-ils attachés à son parcours? À part Madame Fallope, il y a eu aussi Monsieur Lara. Je vais tenter de répondre à ces deux questions. Alphonse Augustin est né esclave par sa mère. Nous ignorons avec précision le nom de son père, mais nous le savons blanc. L'enfant devient libre en 1833, tout comme sa sœur, par acte d'affranchissement en date du 9 novembre 1833, je l'ai dit, inscrit dans la commune du Gosier. Il a alors 6 ans, et vous l'avez deviné, à partir de ce moment, il appartient à la catégorie des libres de couleur. Nous retrouvons sa trace dans un acte notarié de 1847, où sa mère lui donne procuration en vue de son mariage. Et nous apprenons qu'il est charpentier et a résidé à Pointe-à-Pitre. À cette date, à cette année 1847, il doit en effet épouser, dans les jours qui suivent la procuration, une femme de couleur libre et native de la commune de Petit Canal. On disait à l'époque de la commune du Canal. La question se pose, est-ce la femme qui l'a attiré à Petit Canal? Est-ce son métier de charpentier? Ou vient-il tout simplement en mission politique? De sa personne et de sa personnalité, nous savons peu encore.
Certains témoins évoquent son aménité, disent qu'il présente bien et a un beau dehors, et soulignent par ailleurs son impétuosité, son côté bagarreur. Nous retenons sa sociabilité. Il est souvent témoin de mariage ou de déclaration de naissance. Enfin, l'homme sait lire et écrire, mais avec quelle maîtrise? Sa signature exprime un très bon niveau. Par ailleurs, il écrit dans le journal Le Progrès. Permettez-moi une réserve d'historien. Est-ce vraiment sa plume? Ou se fait-il aider par les gens du journal? Je pense en particulier à une personne qui revient souvent dans les textes, Roux de Beaufond, et pourquoi pas Mortimer Lafontanier, adjoint nommé aussi par Gatine, qui fut, selon le témoin, son mentor. L'intérêt des historiens, je pense en particulier à M. Lara et à Mme Fallope, bien sûr, pour Alphonse Augustin, s'explique par la nature de son combat et par la diversité des moyens employés. Le combat d'Alphonse s'inscrit dans celui de la mouvance schellcheriste qui aspire à une transformation de la société. On accuse cette mouvance de socialisme, on l'accuse d'être révolutionnaire. Certains slogans en témoignent. Vive la montagne, de leur slogan en témoigne, vive la montagne, vive la sociale, vive les rouges. Concrètement, Alphonse Augustin prône le partage des terres, une réorganisation équitable du travail et la solidarité entre les nouveaux citoyens. La redistribution des terres est l'accusation la plus souvent reprise par les propriétaires. C'est l'accusation la plus souvent reprise à son encontre. L'accusateur le plus virulent est sans doute le géreur Comarque, qui affirme qu'il avait promis le partage des terres et les cultivateurs lui obéissaient aveuglément. L'organisation nouvelle du travail prend sur certaines habitations la forme du colonna. À Castex, une habitation de Petit Canal, le contrat initial octroyait aux cultivateurs le tiers brut des revenus de l'habitation. Et le gestionnaire de l'époque veut le faire passer au quart, c'est-à-dire passer de 33 à 25%. Dans un autre domaine, Alphonse met en place un système de vente des sucres des cultivateurs. En fait, il promeut une idée de coopérative entre eux. Son troisième centre d'intérêt est la solidarité. Cela transparaît dans l'accusation d'organisation de quête. C'est une des accusations les plus graves devant le tribunal. Les cultivateurs de la commune sont invités à verser 25 centimes pour payer les amendes auxquelles sont condamnés les activistes de la commune et aussi les rédacteurs du Progrès. Alphonse lui-même fut condamné à 50 francs d'amende pour bagarre avec un économe et il fut condamné aussi à l'enfermement au sein pour 3 mois. Les quêtes, dit un des témoins, doivent servir au soutien des accusés de Basse-Terre. À cette date, Saint-Jean Alonso et ses 70 compagnons sont jugés dans cette ville. Donc, vous voyez l'idée de solidarité. Quels sont les moyens d'action d'Alphonse Augustin? Premièrement, il n'est pas seul. Il existe autour de lui, ou avec lui, une véritable cellule, dont des petits propriétaires. Il use des moyens individuels, comme l'interpellation du maire sur la qualité des repas servis aux prisonniers de la geôle. Il intervient au nom d'une lessivière abusivement licenciée et demande au tribunal de police des dommages et intérêts pour elle. Il interpelle le curé dans la presse et dénonce son intervention dans la campagne électorale au profit de Bicêtre, une intervention en chair. Il ne fuit pas l'affrontement physique.
se bagarre avec le géreur et provoque en duel un propriétaire nommé Rivière. Nous avons un compte-rendu détaillé de cet épisode, un compte-rendu détaillé fait par la gendarmerie. Il emploie des moyens collectifs, mais aussi des moyens hors la loi. Ce fut le cas pour son duel qui tourne court, sans doute à cause de la présence massive de ses partisans sur le lieu du duel. La campagne électorale de 1848 et la visite de Bicêtre donnent lieu, comme dans d'autres communes, à une forte mobilisation des forces de l'ordre, mais aussi à une forte mobilisation des partisans, des adversaires, et en particulier des adversaires de Bicêtre, c'est-à-dire Victor Schœlcher et Périnon. À l'occasion des élections, on le retrouve distributeur de bulletins de vote en compagnie de son épouse et de Mortimer Lafontanier. Augustin se présente lui-même aux élections municipales de 1850. Il arrive en deuxième position avec 609 voix, 3 de moins que Lafontanier. Que dire en conclusion pour respecter le temps? Cet activisme lui vaut un avertissement personnel du gouverneur Féron lors de sa visite dans la commune. Les grands propriétaires le considèrent comme l'avocat, le redresseur de tort, l'instigateur de tous les désordres. Ils l'accusent d'avoir transformé sa maison et son cabaret en épicentre de la contestation et surtout, ils l'accusent d'incitation aux incendies. Cette dernière charge le conduise devant le Conseil de guerre instauré suite à la proclamation de l'état de siège. Plus grave encore, on l'accuse d'avoir poussé au meurtre d'un gendarme à Pâques 1848 sur l'habitation de Ville, c'est-à-dire avant l'abolition. Si vous me posez la question, je vous expliquerai, parce que ça nous fera prendre trop de temps. Le Conseil de guerre condamne Alphonse Augustin à mort en son absence, c'est-à-dire par contumace. Les esprits chagrins diront qu'il a manqué de courage. Les esprits chagrins dans leur fauteuil, hein, ils diront ça, il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Je crois qu'il a tenu compte des circonstances et s'est montré intelligent en la circonstance. Quelles circonstances? Je vais vous lire simplement 10 jours avant ce qui s'est passé. Page 33. Le 17 août 1850, c'est-à-dire, je vous ai dit, 10 jours avant la condamnation, à la Pointe-à-Pitre, Joseph Iséry, dit 6e, pêcheur de 27 ans, est condamné pour tentative d'incendie. J'insiste bien, tentative. L'échafaud avait été dressé à l'extrémité de la place de la Victoire, près du bord de la mer, sur une estrade élevée de 2 mètres, sur laquelle était placé un billot. À 6 heures du matin, le condamné est sorti de la geôle. Il a marché d'un pas assez ferme d'abord, puis semble affaiblir. Mais il s'est ranimé. Près de l'échafaud, il a demandé à boire. Il a bu 2 verres de vin que lui avait versé un des agents de la police qui l'accompagnait et auquel il a parlé bas. Puis il est monté. Quelques minutes après, tout était consommé. Sa tête avait été tranchée d'un seul coup de hache. Nous avons ce récit dans un ouvrage qui s'appelle « Le crime en pays créole », paru en 1889. C'est pas moi qui dis ça. Qu'est-il advenu d'Alphonse Augustin? Je vous le dirai après l'intervention de René. Merci beaucoup. Bien. Alors, c'est à moi que je sois le soin de parler de Léonard Sénécal,
Il est un petit peu plus connu que les deux autres, mais malheureusement, reste trop méconnu. Son affaire est tellement grave qu'on l'appelle d'ailleurs l'affaire Sénécal, tout simplement. Alors, il faut savoir que Sénécal est originaire de Basse-Terre. On a sa date de naissance sur sa fiche de franc-maçon, auquel il adhère en 1835. Elle lui donne comme date de naissance le 6 novembre 1807. Il est le fils de Charles Louis Sénécal et de Marie-Catherine Moïse. Alors, il affirme dans sa fiche être né esclave et que sa maîtresse l'a toujours traité en homme libre. À son premier mariage, en 1829, il est déclaré comme étant Léonard, mulâtre, libre patenté, ce qui signifie qu'il a été affranchi avec une patente de liberté. Son père est originaire du Havre. Lui et son jeune frère sont arrivés en Guadeloupe en 1803, mais son père exerce la profession de marchand, mais il repart en France, laissant ses enfants avec leur mère et à son frère. Il est mort au Havre à 60 ans en 1831. Quant à sa mère, Marie-Catherine dite Cateau, elle est originaire des Saintes. Elle est déclarée négresse libre et patentée au 25 octobre 1808. Patentée libre alors qu'elle attendait le troisième enfant de son maître, Louis Charles Sénécal. Elle a aussi probablement été l'esclave d'une dame Cateau, puis donc de Louis Charles Sénécal. En 1829, elle est déclarée libre de couleur libre et elle aura un autre enfant, un quatrième enfant avec son logeur en 1813. Elle aussi meurt en 1843 à 71 ans. Alors, à son premier mariage, Léonard, en 1829, se déclare commerçant de couleur mulâtre libre, patenté. Il épouse Héloïse, libre de naissance, native des habitants, et il se marie sous le nom de Léonard. C'est important parce que ça va évoluer. De ce mariage naîtra un fils, lui aussi de couleur mulâtre. Héloïse meurt à l'âge de 25 ans en 1832, ce qui explique pourquoi il se remarie en 1836 à Marie Émora, qui avait à l'époque 23 ans. À noter que chacune de ces deux épouses amène dans le capital une esclave, et la deuxième même avec un enfant de 2 ans. Naissent de ce deuxième mariage 9 enfants, entre 1836 et 1850. Mais 2 d'entre eux meurent en bas âge. Lors de toutes ces naissances, Sénécal occupe la fonction de commerçant. Dans des journaux de 1848, on trouve quelques informations sur son type d'activité, transactions, placement de fonds, bilan, liquidation, ventes et achats, procuration. C'est après l'abolition que Léonard adopte définitivement le patronyme de Sénécal et qu'il ajoute Marie pour renforcer son prénom. Donc, lors de son procès, on va juger Marie-Léonard Sénécal, 40 ans, marchand. Ces 2 premiers fils, ça vaut le coup d'en parler parce qu'on va les retrouver à la sortie. Ces 2 premiers fils obtiennent des bourses pour étudier en France. L'aîné a une bourse pour l'école vétérinaire royale d'Alfort, il sera d'ailleurs vétérinaire. Et le cadet obtient une bourse pour s'inscrire au collège puis au lycée de la ville de Nantes. Dès cette époque, et même avant 1848, il est évident que Sénécal a un certain nombre de réseaux qui le lient aux nouveaux libres et aux nègres esclaves avant. Mais c'est surtout au sein de la franc-maçonnerie qu'il parvient à multiplier ses réseaux. En 1835, il figure donc sur la liste de la loge des émules d'Iram qui se réunit à Pointe-à-Pitre. Il est inscrit comme apprenti. Léonard Sénécal est ruiné par le tremblement de terre de 1843. La loge lui donne 125 francs de secours qui sont envoyés par le Grand Orient. C'est aussi en tant que franc-maçon qu'il fait la connaissance de Schellcher.
Il faut savoir que Schellcher a voyagé aux Caraïbes de juin 1840 à juillet 1841. Il a passé 3 mois en Martinique, puis la Dominique, 1 mois en Guadeloupe, ensuite il fera Antigua, les îles danoises, Porto Rico, Cuba, Haïti, et il terminera son voyage par la Jamaïque, d'où il regagne Londres. Dans toutes ces îles, il a fréquenté les loges maçonniques, et donc en Guadeloupe, il a rencontré les francs-maçons. En Guadeloupe et en Martinique, il a rencontré les francs-maçons, très impliqués dans le combat contre l'esclavage et la colonisation. Il a pu voir Sénécal en Martinique ou en Guadeloupe, mais à l'époque, Sénécal n'était membre de la loge que depuis 5 ans, et il était souvent absent, et ne fait pas encore partie, on dira, des élites autour des vénérables. Quoi qu'il en soit, on retient, parce que c'est important pour la suite, tous ces amis insulaires seront les fers de lance du courant schellcheriste, les piliers des comités électoraux de la presse coloniale, aussi bien en Guadeloupe, Martinique qu'en Guyane. Mais surtout, derrière tout ça, il y a une véritable effervescence de ce qu'on appelle les clubs. Plusieurs clubs, mais c'est aussi le cas en France à la même époque, se créent dans cette année 1848. Les plus connus en Guadeloupe sont le club de la fraternité, qui est le club de Basse-Terre, qui se crée en avril 1848 pour parler de l'avènement de la République et des idées politiques du moment. Le club s'occupait de rétablir le travail sur les habitations. Le frère aîné de Sénécal, Chéri Sénécal, présida ce club à Basse-Terre. Lui, Léonard, faisait partie des membres les plus influents. Ce club a été fermé en septembre 1848 par l'incontournable gouverneur Fieron, qui va d'ailleurs fermer tous ces clubs. Vous ne tarderez pas à savoir pourquoi. À son procès, Sénécal est accusé d'avoir fomenté tous les désordres dans ce club, de monter à la tribune pour imposer son opinion, et après la fermeture du club, c'est à son domicile qu'il réunit ses amis. Dès le jour de la proclamation de l'émancipation des esclaves, les autorités signalent son comportement. On lui prête des propos comme « Vive la liberté, vive nos frères de la Martinique », pour ce qu'il proclame en se réjouissant des événements de la révolte des esclaves de Saint-Pierre. Et pour la circonstance, on lui prête même la création d'un drapeau tricolore modifié. Au retour en Guadeloupe du gouverneur Fieron, parce que Fieron a d'abord été nommé, puis on l'a rappelé en France pendant quelques mois, lorsqu'il revient le 9 décembre 1850, un cortège l'accompagne du débarcadère au palais du gouverneur, en criant « Vive Schellcher, vive Périnon ». Un témoin affirme que Sénécal excitait la foule au désordre par ces mots « Chauffez mes amis, chauffez ». Il semble évident, en effet, que Sénécal, comme plusieurs autres mulâtres, ait porté une assistance effective aux nouveaux affranchis dans le difficile contexte de l'ère abolitionniste et post-abolitionniste. Il a particulièrement fait pour les guider lorsque leur était proposé de signer des contrats d'association. Il s'est encore davantage investi dès lors qu'ils sont appelés à voter pour la première fois, donc, en leur qualité de nouveaux citoyens. L'investissement de Sénécal en faveur de la classe, de la liste du moins conduite par Schellcher et Périnon, est total, mais cela va lui valoir l'essentiel des déboires à venir. Le gouverneur Fieron le prend en grippe personnellement à la Noël 1848. Il avait en effet ce jour-là décidé d'organiser à Basse-Terre une grande fête pour célébrer l'adoption de la nouvelle constitution de la Seconde République. Mais suite à des rumeurs de complot contre les Blancs, il déploie une force militaire pour les protéger. Sénécal ordonne alors à la population de boycotter la fête, qui fut triste et inutile, provoquant la grande colère de Fieron, qui s'est estimé humilié par Sénécal. Je vous l'ai dit déjà, Fieron avait vécu en Guadeloupe de 1816 à 1830. Il s'y est marié en 1824 à une blanche créole. Et évidemment, dès son arrivée en Guadeloupe, il renoue avec la caste des Blancs pays, qui sont
complètement perturbés par l'élection de leur ennemi juré, qui n'est autre que Schellcher. Fieron est donc prévenu d'emblée par les colons du danger que constitue pour eux Sénécal et ses amis. Dans une lettre qu'il adresse au ministre en octobre 1848, Fieron signale 2 mulâtres qui sont à surveiller particulièrement. Le commissaire de police Babo, qui va avoir plein de problèmes, mais je n'aurai pas le temps malheureusement d'en parler, et Léonard Sénécal. Voilà ce qu'il dit à propos de Sénécal. Ce dernier, appelé général par les nouveaux libres, exerce une grande influence dans les campagnes, se vantant de disposer à sa volonté d'un grand nombre d'ateliers. Je vais faire observer sa conduite avec sévérité. Et effectivement, ces 2 hommes deviennent les bêtes noires de Fieron, qui se fait communiquer tous les PV concernant Sénécal existants. Dans un autre courrier, il insiste sur les déplorables effets des élections générales du mois d'août, les fameuses élections de 1848, où Schellcher avait été élu. Il affirme devoir rassurer la classe blanche, encore sous l'emprise de l'intimidation, devoir ramener la classe de couleur au principe du droit commun, éclairer enfin les Noirs sur les droits et les devoirs de la liberté et les conditions communes de la vie sociale. Dans un autre courrier où il parle, il est véritablement obsédé, je vous l'ai dit, par Sénécal. Il écrit systématiquement au ministre, mais il faut savoir que, oui, parce que il vaut mieux que je vous le dise parce que ça vous aidera à comprendre. Il y a un directeur de l'Intérieur au ministère des Outre-mer qui s'appelle Métro et qui coupe et hache. C'est lui qui fait toutes les nominations. C'est lui qui décide de rappeler les fonctionnaires, d'en envoyer. C'est lui qui... Il est en contact permanent avec Fieron et avec celui qu'on va évoquer beaucoup tout à l'heure, le procureur Rabou. Si vous voulez, toute cette correspondance nous est extrêmement utile pour reconstituer le puzzle avant qu'on passe à la phase offensive, en quelque sorte. Voilà ce qu'il écrit, donc, encore une fois. La voie publique signale cet individu, en parlant de Sénécal, comme parcourant de nouveau les campagnes et exerçant une fâcheuse influence sur l'organisation du travail. C'est à lui et à des agents qui le secondent qu'on attribue la nouvelle dépression qui se fait sentir dans la majeure partie des exploitations agricoles. Il y a un magistrat nommé Peluche, qui est le substitut du procureur, qui dresse pour Fieron le portrait de Sénécal dans un rapport du 10 novembre 1848. C'est la première pièce du dossier qui va permettre d'abattre Sénécal. Je vous donne juste un tout petit extrait. Si l'on interroge chaque heure de sa vie depuis la proclamation de la liberté, on trouve en lui l'agitateur adroit dictant aux nouveaux citoyens la conduite qu'ils doivent tenir sur l'habitation de leur ancien maître, les exigences qu'ils devront montrer pour leur travail, la part qu'ils doivent réclamer dans les produits, les salaires, etc., etc. Bref, à son ordre, à son gré, les nouveaux libres, aveuglés par ces promesses, opposeront la force d'inertie. Révolte 100 fois plus dangereuse que la révolte armée, parce qu'on est sans force pour la maîtriser et la punir. C'est donc sur l'ordre de Sénécal ou de ses agents que le travail et la grève cessent ou s'établissent sur les habitations. Fieron ne s'entendait pas avec le procureur qui était en place à son arrivée. Il s'appelait le procureur Belmouillard, parce qu'il refusait d'accuser sans preuve Sénécal. Ce procureur était évidemment détesté par les Blancs, très estimé par les Noirs. Et donc, comme il était proche de Sénécal et des francs-maçons, eh bien, les Blancs lui reprochaient d'avoir favorisé l'élection de Schellcher. Il qualifie le fameux rapport Peluche que je vous ai lu tout à l'heure de commérage, ce qui déplaît fort au gouverneur Fieron. Il le renvoie en France le 22 janvier 1849. Le même jour, il en profite pour mettre sur le bateau le préfet apostolique, l'abbé du Goujon. Un de ces jours, on fera une conférence rien que sur cette affaire-là, parce que ça vaut son pesant d'or. Les élections législatives de juin 1849, que notre ami Ephrem et Raymond Boutin tout à l'heure nous ont parlé, font figure de poudrière. Bicêtre, qui s'était associé en Martinique avec le colon Pécoul,
avait réussi à triompher de Shellshire. Il espère en faire de même en Guadeloupe. L'État a mis à sa disposition un navire de station navale, des forces militaires, des escadrons de gendarmerie. Furieux d'entendre à son arrivée à Basse-Terre des cris de vive Shellshire et vive Périnon, Bicêtre les accuse d'anarchistes et demande la tête de Sénécal. Or, la fameuse élection, c'est un échec pour eux, puisque sur 24 communes, seules 3, je ne sais pas pourquoi, les 3 se suivent, Capester, Goyave, Petitbourg, seules 3 ont voté Bicêtre. Toutes les autres, partout où Bicêtre est passé, il y a eu des émeutes, il s'est fait caillasser un petit peu partout. Et surtout, on a évoqué longuement cette élection de 1849 avec ses effets à Marie-Galante, qui sont terribles. Alors, les loges maçonniques, là, vont jouer un grand rôle dans l'engouement des masses pour Shellshire. Elles ont créé une véritable mythologie shellshirienne, un réseau de partisans qui s'est constitué autour de sa personne. Et donc, Fieron, une fois de plus, dénonce ces membres de la loge maçonnique, alors que lui, Bicêtre, est membre d'une autre loge maçonnique qui s'appelle La Paix et qui est le représentant du Grand Orient de France à Paris. Bref, on arrive aux faits eux-mêmes. Le 23 janvier 1849, à 20h, un incendie est perpétré dans la Casa Bagas de l'habitation Belost, qui est au nord de Basse-Terre. La Casa Bagas, elle n'est pas habitée. D'accord? Un incendie, et la rumeur se répand que le champ d'Arbour allait être attaqué et la ville incendiée sur plusieurs points. Manifestement, les auteurs entendaient protester contre l'expulsion ce jour-là du procureur et du préfet apostolique. Et à partir de cet événement, c'est une véritable paranoïa qui s'instaure au niveau du pouvoir. Surtout qu'entre-temps, arrive le procureur général Rabou qui va, avec Fieron, imposer l'état de siège en Guadeloupe à partir du 19 mai 1850. Alors, je passe sur plein de choses pour ne pas être trop long. Sachez simplement que dans la foulée, le 12 mai 1850, un incendie ravage 60 maisons à Pointe-à-Pitre. Le mois suivant, dès juillet, toute la Guadeloupe est placée en état de siège, en situation d'occupation militaire en temps de paix pourtant. Les pouvoirs des autorités civiles passent à l'autorité militaire. On suspend la publication des journaux. Et naturellement, le procureur Rabou voit la main de Sénécal derrière la série d'incendies à Pointe-à-Pitre sur la base seulement de présomption morale. L'affaire Kabou vient à point nommé pour renforcer le dossier de Sénécal. Kabou a été arrêté pour ce fameux incendie de l'habitation Belost, le 23 janvier, l'incendie du 23 janvier, et il prétend avoir agi sur les conseils de Sénécal. Kabou est condamné aux travaux forcés à perpétuité, alors que son dossier, ce ne sont que des mensonges. Il aurait même affirmé que le Sénécal l'aurait invité à incendier la maison du procureur et du maire de Basse-Terre. Quoi qu'il en soit, toute l'argumentation de Rabou et de Fieron s'échafaude à partir des révélations de Kabou. Or, il a avoué sous la torture morale, puisque le procureur et le maire de Basse-Terre se sont rendus dans sa cellule pour recueillir ses aveux contre Sénécal. S'ouvre alors pour la Guadeloupe une ère de terreur. Les conseillers de guerre ne cessent de trouver partout des incendiaires ou des complices d'incendiaires. Des condamnations à mort sont prononcées, comme celle dont Raymond vous a donné un extrait, celle du nègre Iséry qui, étant ivre, a voulu se suicider par le feu. Mais c'est surtout aux mulattes qu'en veut la réaction coloniale. On leur en veut d'avoir été les initiateurs politiques des émancipés, de ne pas avoir abandonné les nègres. Les troubles qui ont précédé les législatives de 1849 n'ont servi qu'à échafauder la théorie du complot. Je passe. On en arrive au procès puisque
Rabou finit par faire arrêter Sénécal pour ce fameux incendie, mais dans un premier temps, il échafaude une théorie de l'excitation à la guerre civile. Alors, Jean-Ephraim a parlé tout à l'heure de Charles de Beausire, c'est lui qui préside la cour d'assises. Rabou a pris la précaution d'écarter tous les magistrats métropolitains. Il n'a mis que des hommes à sa solde. Par exemple, ce Charles de Beausire, c'est un vieux colon qui est bien connu pour défendre les intérêts des colons durant toute sa carrière, mais c'est lui qui préside le tribunal. Même notre célèbre Auguste Lacour, celui qui nous a écrit l'histoire de la Guadeloupe, prend en fait cause dans cette affaire, alors qu'on connaît pourtant sa prudence. Je vous lis juste un petit extrait de ce qu'il écrit. Sénécal fut un de ces hommes vulgaires sortis tout à coup des rangs obscurs de la démagogie et dont les noms obtinrent une si triste célébrité dans les annales politiques. Il a la haine des Blancs. Sa correspondance politique avec Schellcher ne contribua pas peu à développer en lui le levain de la haine et à souffler dans son âme les sinistres projets de vengeance qui l'ont conduit plus tard au déshonneur. Il se perdit, et avec lui la cause des Noirs et des hommes de couleur, qu'il compromit gravement aux yeux de la France en s'obstinant à les représenter sans en avoir reçu le mandat. L'acte d'accusation, alors, concerne deux individus, donc, lui, Sénécal, et un deuxième, donc, qui s'appelle Guercy, mais tous les deux officiellement, ils ont contribué à l'incendie de la Casa Bagas. Sénécal est même accusé d'avoir donné les allumettes à Kabou pour mettre le feu. Tout ça se termine par la condamnation. Sénécal aux travaux forcés à perpétuité et Sidon Dibik à 7 ans de réclusion. Sénécal s'est pourvu en cassation. Alors, le reste du temps qui m'est imparti, je vais faire une analyse de tout cela pour vous aider, pour que vous puissiez comprendre. Donc, je laisse les faits et je fais une analyse. Vous êtes d'accord? La violence des rapports et la détermination de Rabou à abattre Sénécal s'explique par le développement du système de la candidature officielle à partir de 1849. Sénécal menace l'autorité coloniale et doit donc disparaître pour laisser la place au pouvoir dominant des colons. La procédure judiciaire qui est utilisée diffère de celle de la France. Absence de jury et d'un avocat général, omniprésence du procureur général et du président. Sénécal est privé d'une défense efficace, puisqu'on fait venir de la Martinique comme avocat Pori Papi, bien connu pour son implication dans les événements du 23 mai en Martinique en 1848, célèbre avocat martiniquais. Or, il déteste Sénécal. Et au lieu de le défendre, il l'enfonce pendant tout le procès en lui disant « Répondez !» chaque fois qu'on lui posait une question. Donc, pas de défense digne de ce nom, donc aucune chance qu'il puisse être acquitté, par exemple. Les témoins cités sont tous analphabètes et créolophones, mais ils s'expriment dans un français châtié, un français de cour d'assises, qui leur a été inculqué et qui en fait des témoins bavards au procès. Le complot du feu est imaginé par Rabou, qui estime que Schellcher et Périnon sont les deux piliers et Sénécal l'âme du complot. Les deux premiers ont démontré dans la presse que ce complot n'existe pas et Rabou n'en a cure. Et même si son argumentation ne repose que sur des rumeurs, il y va. Mais sachant que sa ligne d'accusation est fragile, il élargit le champ. Le prévenu n'est pas seulement le centre du complot, il est un dangereux criminel qui vise à entraîner les cultivateurs dans le cadre du socialisme et du communisme. C'est-à-dire la démagogie toute pure qui est venue s'implanter sur le sol de la Guadeloupe. C'est la guerre de ceux qui n'ont rien
contre ceux qui possèdent. Pour résumer, c'est en un mot l'ordre d'un côté et de l'autre l'anarchie. En somme, pour ce procureur, Sénécal a atteint la dernière limite de la perversité humaine. Avant de l'exterminer, il s'emploie à le discréditer. Qu'a-t-il donc fait qui puisse provoquer tant de haine de la part du procureur? Quel crime a-t-il commis? Sénégal n'a pas été pris en flagrant délit, le tison à la main, devant la Casa Baguès. Les révélations de Kabou, je vous l'ai dit, ont été provoquées, arrangées de toutes pièces. Ce que le pouvoir ne pardonne pas à Sénégal, c'est son leadership, son charisme, sa personnalité de chef authentique. Comment tout ça se termine? Et je vais vraiment terminer. Après sa condamnation, Sénécal est transféré sur ordre de Firon à la prison de Fort-de-France. Dans cette prison, on trouve le Sénécal martiniquais qui s'appelle Aristide Tom, qui est un des émeutiers du 22 mai auquel on a collé une soi-disant accusation d'homicide. Et on fait le malheur, non seulement de les mettre dans la même prison, mais de les mettre ensemble dans l'infirmerie. Ils s'évadent. Ils se sont évadés. Alors, bon, il y aura 6 000 francs. 6 000 francs pour reprendre Sénécal, 3 000 francs pour Tom. Enfin, bon, finalement, au bout de quelques jours, ils sont tous les deux repris. Et donc, Tom est envoyé directement au bagne de Guyane. Il meurt à Kourou en 1865. La Cour de cassation rejette le pouvoir de Sénécal. Et donc, il est embarqué pour la ville de Toulon, où il n'est pas mis dans le bagne, il est dans la prison de Toulon pour purger sa peine, mais ses fils adressent une requête au président Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore empereur, et obtiennent son transfert au bagne de Cayenne, au bagne de Guyane plus exactement. Les Cayennais n'aiment pas qu'on dise ça. Donc, il part pour la Guyane. Il arrive aux îles du Salut le 31 octobre 1852. Pendant 10 ans, son épouse et ses enfants multiplient les demandes de grâce. Et même la prison, même le bagne, pour bonne conduite, demande aussi sa libération. Systématiquement, les autorités de Guadeloupe refusent, et aussi le préfet de Guyane. Mais finalement, de fil en aiguille, cette fois c'est l'empereur qui accorde de la grâce à Sénécal en 1862, après 10 ans. D'accord? Avec une condition, interdiction de séjourner ni en Guadeloupe ni en Martinique. Donc il part pour la France, fait escale en Guadeloupe, il verra une dernière fois la Guadeloupe, mais on ne l'autorise pas à débarquer. Et en France, il a son fils qui est vétérinaire, qui accueille le reste de la famille. Non, ils étaient tous partis en Haïti. Sa femme, elle-même, qui était avec lui en Haïti, a quitté parce que la situation politique empirait en Haïti. Finalement, on n'a pratiquement pas d'informations sur sa vie en Haïti. On sait seulement qu'à l'âge de 63 ans, en 1873, il est négociant à Port-au-Prince. Sa femme et 4 de ses enfants qui sont retournés en Haïti mènent une vie misérable. La femme meurt en 1877 et là, dans son acte de décès, il est signalé veuve Sénécal, ce qui nous laisse à penser que Sénécal est mort entre 1873 et 1877. Je vous remercie de votre attention.